c'est bizarre à dire, mais le problème des gros hackers, c'est qu'on a beaucoup trop d'outils et on a tous ce petit défaut-là à passer notre vie à aller tester des outils. Donc, justement, l'outil magique, ce serait un outil où en fait, tu en as un qui fait tout. On arrête de se prendre la tête avec 50 000 comptes à tout relier à l'arrache. Si on pouvait avoir quelque chose d'un peu général où on pouvait tout gérer à partir de ça. Je ne sais plus qui j'ai vu faire un post sur ça il n'y a pas longtemps. Il disait justement il essaie de réduire sa stack outils. Et c'est vrai que ça, c'est notre défaut. Donc, avoir un outil qui fait beaucoup et où on pourrait tout gérer depuis là, ce serait magique. Magique, magique. Bienvenue dans les interviews Gross. Je m'appelle Jean-Bernard Sibony. Je vais dénicher et interviewer pour vous des professionnels de l'univers du digital et du Gross. Je vais leur poser des questions sur leur vision, leur savoir-faire et les techniques qu'ils utilisent au quotidien pour leur croissance. Écoute, salut Corentin. Quelles sont selon toi les compétences et ou les qualités pour être un growth hacker? C'est hyper intéressant. Je ne m'étais jamais vraiment posé cette question. Point de vue qualité, déjà d'un point de vue le growth hacker, si on regarde un peu le spectre des gens qui font ça, il y a deux types de personnes à l'origine. Globalement, il y a ceux qui viennent d'un milieu très technique, par exemple des anciens devs qui deviennent growth hackers, ou des gens comme moi qui ont plus un parcours un peu marketing, mais pas marketing spécialement grande école, etc., mais plus une formation autour de ça, puis qui avait un penchant un peu à tester des choses, etc. Du coup, en général, ces personnes-là arrivent avec des compétences assez différentes. Et je pense sur les qualités qui peuvent ressortir sur ça. Moi, par exemple, je sais que longtemps, je l'ai négligé parce que j'étais beaucoup dans le hack, etc. Et c'est vrai que le copywriting, je trouve c'est assez important de savoir écrire des choses qui convertissent, etc., plus que de faire des montages improbables, etc. Alors, quelque chose qui convertit, c'est assez important, je pense. Au-delà de ça, il faut avoir je pense, être assez analytique parce que, pareil, au démarrage, j'étais pas mal je lançais justement plein de petits hacks dans tous les sens, etc. Et c'est vrai que si on n'est pas capable de se poser, de prioriser, parce qu'en fait, des hacks, on en trouvera toujours des milliers. Si on n'est pas capable de se poser, de prioriser, de se dire qu'est-ce que je dois faire d'abord, est-ce que ça a marché, de vraiment mettre une stat, si elle a un impact réel ou non. Donc, je dirais tout ça, ouais, le côté copywriting pour savoir mieux vendre, etc., c'est un peu la couche par-dessus qui fait la différence. Être analytique pour bien choisir les tests à mettre en place. Et au-delà de ça, être surtout être dans l'action, quoi. Tu vois, je sais pas, moi, par exemple, ma semaine, elle est décomposée. Le lundi, je prépare ce que je vais faire toute la semaine et puis les 4 autres jours, j'exécute, quoi. Donc, je dirais, ouais, ces 3 choses-là, principalement, être analytique, savoir passer à l'action et ouais, le copywriting, le petit surplus, quoi. Ok, super. Intéressant de savoir comment tu programmes ta semaine. Donc, du coup, tu m'as parlé de la manière dont tu préparais ta semaine ou ton travail. Et du coup, sur la partie mesure ou KPI, alors comment tu fais après quand tu as terminé, comment tu travailles? Alors, comment tu mesures la performance de ton travail? La manière dont je fonctionne, c'est comme je te disais, déjà, je fais mes semaines vraiment du mardi au vendredi, je fais qu'exécuter. Je n'analyse rien du tout. Et je mets que les tests que j'ai analysés. Donc, le lundi, ce que je fais, c'est le matin, j'analyse. L'après-midi, je choisis ce que j'ai à mettre en place dans cette semaine. Et pour les KPI, ce que je fais, c'est que je regarde, je mets une date de fin à mes tests. Donc, tous les tests qui se sont finis avant le lundi, du coup, je les analyse le lundi. Et ce que je fais, moi, c'est que j'utilise un backlog de growth traditionnel et sur lequel je me débrouille pour toujours mettre une seule stat qui représente le test que j'ai mis en place, qui me permet de me dire est-ce que c'est réussi ou non, quoi. Dans le sens où moi, je ne veux avoir aucun débat possible autour de se dire est-ce que ça marchait, pas marché ou non. Ce que je veux, c'est une stat au démarrage, une stat à l'arrivée, on regarde l'évolution, ça marchait ou non. Je veux qu'il y ait une réponse purement statistique, qu'il n'y ait pas de gros débat autour. Et j'essaye d'analyser comme ça, en fait. Et le meilleur moyen d'avoir ça, c'est de sortir qu'une seule stat. Parce que si on en a plusieurs, on a toujours une qui va expliquer quelque chose, etc. J'essaie d'en avoir une par test. Et celle-là, c'est l'unique baromètre. Ça marchait, oui ou non. Et une fois ça analysé, c'est si ça marchait, oui, comment je peux améliorer et continuer. Si ça n'a pas marché, est-ce que j'abandonne ou est-ce qu'il y a peut-être une variante qui marchera mieux et qui améliorera cette stat. Mais je prends toujours comme ça, toujours une stat très définie et qui enlève tout débat possible. Je veux une réponse purement métrique. Et du coup, ça veut dire quoi? C'est que sur ton travail ou ta mission, avant de démarrer, avant de créer ta stratégie, ou en tout cas pendant que tu crées ta stratégie, tu te mets pour objectif d'améliorer
une donnée ou c'est une donnée ou c'est plusieurs données que tu vas analyser à la fin et tu vas dire, voilà, j'ai réussi à augmenter telle donnée ou c'est vraiment au démarrage, tu dis, voilà, nous, là, on va travailler pendant X jours pour améliorer l'activation, par exemple. Comment tu travailles? Moi, ce que je fais, c'est que j'ai donc mon backlog. Au-delà de ça, je mets des objectifs qui sont pas spécialement, qui sont chiffrés, mais qui sont plus génériques. C'est vraiment les objectifs du moment. Par exemple, ça peut être améliorer un taux de conversion des landing pages j'en sais rien moi, de 10% à 15%, par exemple. Scaler Facebook Ads à 1000 leads par mois. Donc, je me mets des objectifs comme ça. J'essaye de pas trop en avoir pour pas être complètement dispersé. Donc, j'en mets 2-3. Et en dessous de ça, je définis des actions qui ont un impact direct sur ces métriques-là, donc sur ces objectifs-là. Pour analyser ces actions, à chaque action, je lui assigne justement une seule stat, comme ce que je te disais juste avant. Et du coup, c'est une métrique très précise à améliorer sur l'action. Et cette action est toujours reliée à un objectif global. Pour donner un exemple très concret, je veux scaler mon nombre de leads Facebook de 100 leads à 200 leads par mois. En mission, je peux A/B tester une landing page, tester de doubler mon budget Facebook, tenter une nouvelle audience, etc. Donc, sur chacune de ces audiences, de ces tests, par exemple celui des audiences, je mesure le CAC. Sur celui de la landing page, je mesure le taux de conversion, etc. Tous ces objectifs ont une seule stat qui est traquée et je regarde si elle s'améliore. Et celle-là est reliée à l'objectif global qui était de scaler les leads Facebook. Pour être un peu plus concret. Mais du coup, ouais, j'essaye toujours d'avoir 2-3 objectifs max pour avoir la plupart des actions qui se concentrent sur ça. Et si possible, qu'ils soient même un peu reliés entre eux, qu'ils aient un peu un impact direct l'un à l'autre. Et après, dans mes actions, ouais, je veux, pour pouvoir analyser que ça aille vite et que ce soit pas des débats sans fin, il faut qu'il y ait une seule chose qui prouve si ça a augmenté ou pas, et c'est en lien avec l'objectif général. Donc, bien sûr, des fois, on se trompe, l'action, la stat qui le mesure n'est pas efficace, là, on recalibre. Par exemple, moi, une fois, j'avais mis comme stat, c'était d'augmenter le nombre de leads. Donc, je regardais le nombre de leads avant et après. Et il avait augmenté, mais par contre, je m'étais rendu compte que la qualité était pourrie. Bon, dans ce cas-là, tu vois, la métrique de base que j'avais choisie n'était pas bonne. Je l'ai requalifiée pour le test d'après. Et donc, du coup, le test d'après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis leads qui vont, par exemple, au bout de l'onboarding. Tu vois, pas qu'ils mettent juste leur email ou ce genre de choses. Donc, tu peux te tromper, ça arrive, mais avoir une seule stat qui permet de suivre que celle-là, je pense que ça a un impact et c'est assez intéressant. Super, très intéressant. Et du coup, je vais te poser une question que j'aurais peut-être pu te poser avant. C'est quoi ta première rencontre avec le growth hacking? Ou même, je vais te dire mieux, quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais un growth hacker? Il y a plusieurs choses qui ont joué dans mon cas. Alors, je réfléchis un peu en même temps. En fait, pour tout te dire, j'ai commencé par faire du dropshipping à 15 ans. Et du coup, j'ai fait un peu de l'acquisition très basique, qui était du Facebook, etc. Et après, à 19 ans, j'ai lancé une première boîte qui, au bout d'un an, j'ai revendu en fait mes parts à mon associé ensuite à mes ententes, on va dire. Et du coup, à ce moment-là, j'avais plus de revenus ni rien. Et j'ai commencé à essayer de faire du freelance. Et je m'étais rendu compte, en fait, que moi, ce que j'avais toujours fait, c'était plus ou moins du marketing. Donc, tu vois, j'ai eu un peu cette porte d'entrée-là par le marketing en tant que freelance marketing. Et au fur et à mesure de traîner, etc., je me suis rendu compte que je me rapprochais un peu plus de la méthodologie growth. Donc, j'ai commencé la porte d'entrée par le marketing et j'ai un peu dérivé vers le growth avec le temps. Le contenu a beaucoup joué vers cette transition. Notamment, c'est une période où j'étais assez proche je suivais beaucoup les contenus de The Family, puis je suis allé travailler pour une boîte chez eux et c'est là que la transition totale s'est opérée, quoi. Ok, ouais, effectivement, The Family, ça doit aider à se prendre conscience qu'on a envie de devenir un growth hacker. Ouais, c'est ça. J'étais déjà un peu dans la transition, mais c'est vraiment l'achevé, entre guillemets, quoi. Mais Ok. tu vois, j'ai commencé comme beaucoup de gens par un simple rôle tu vois, en fait, je faisais plus du traffic management au démarrage, si on est plutôt précis, et j'ai un peu dérivé vers ça quand je me suis rendu compte que je mettais en place des hacks ou ce genre de choses, quoi. Ok. Sur le groupe Chasseurs de Pro, il y a Julien Loupanek. Ah, très cool. Mais ouais, je le connais pas perso, mais le taf qu'il fait, c'est assez impressionnant. Notamment, toi qui parlais de scrapping, c'est assez fou ce qu'il fait, je trouve. Ben, je pense que de mémoire, c'est peut-être le premier ou un des premiers que j'ai vu s'afficher comme être un gros hacker. Pas mal regardé, ouais, je pense que c'est le premier en vrai. Ou pas, vraiment pas loin, quoi. Est-ce que tu peux me décrire, sans rentrer dans les détails, un exemple d'une mission freelance growth hacker, une mission type, ou soit une mission type, soit ta mission
préférée ou de rêve ou les deux? C'est pas ma mission préférée, ni spécialement type, mais c'est une mission que j'aime bien. Ce que j'ai beaucoup fait récemment, c'était des boîtes en démarrage, mais qui avaient un petit peu de fond, pas énorme, un petit peu de fond, et qui testaient peut-être un positionnement ou un nouvel argument de vente, on va dire, une nouvelle proposition de valeur. Des boîtes donc plutôt pré-product market fit. Et c'était beaucoup de tests sur Facebook, tout simplement. Je fais 4 images de marques différentes, 4 images de marques différentes, 4 propositions de valeur différentes, etc. Je balance sur Facebook sur quelques audiences différentes. Et l'idée, à la fin, c'est de leur sortir un rapport où je leur dis telle proposition de valeur est celle qui fonctionne, ou s'il n'y en a pas du tout d'ailleurs. Et derrière, à tel prix, vous pouvez activer sur telle audience. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup fait. Et en général, c'est des missions qui ne coûtent pas spécialement cher, parce que c'est assez simple à mettre en place. Ça prend un peu de temps, mais c'est simple à mettre en place. Et pour ce genre de boîte, c'est bien, comme ça, les boîtes qui se lancent, ils réinternalisent et ils peuvent accélérer derrière. Alors, si moi je viens de te voir et que je te demande de me tester 3-4 positionnements, tu vas me dire donc, si j'ai bien compris, que tu vas utiliser Facebook Ads pour avoir des résultats rapides et avec du volume, c'est ça? Exactement. Combien tu préconises de budget par positionnement? Alors, par positionnement, je ne compte pas comme ça. Il faut… Alors déjà, ça dépendra évidemment beaucoup du CAC. Forcément, si tu as un SaaS à 10 balles par mois ou un SaaS à 1000 par mois, c'est quand même très différent. Mais dans l'idéal, pour avoir des stats un peu fiables, il faut entre 5 et 10 conversions finales et au moins 200 visites sur le site, par page, par positionnement. Et en général, pour atteindre ça, il faut une centaine de budgets par audience. Donc, ce n'est pas sur un positionnement, mais par audience que tu renvoies vers un positionnement. Donc, pour faire ce test-là, il faut… En général, il y a 2-3 positionnements et 2-3 audiences par positionnement. Donc, tu peux être à 1000, 1002 quoi, le test, et tu mets 7-10 jours à tourner pour avoir une stat un peu précise. Et même si tu as un peu plus d'argent, l'idéal, c'est même en amont mettre 100 ou 200 euros sur de la pub qui tourne juste dans le vent, qui fait juste de la notoriété sur ta page, qui te permet juste de lancer un peu ton pixel Facebook et surtout de faire comprendre à Facebook que tu es un bon payeur, quoi. Là, si tu as un peu de thunes, c'est même l'idéal. Et c'est quelque chose que tu fais avec la marque du client ou en marque blanche pour tester justement des positionnements complètement farfelus? Alors moi, je le fais quand même beaucoup avec la marque client, mais c'est vrai que tu peux même avoir des beaucoup plus hauts rendements sur de la marque blanche et c'est un autre nom de domaine, quelque chose de complètement différent. Mais la limite de ça, c'est qu'en fait, le client, ça, c'est la manière optimale d'avoir du résultat. Le problème, c'est que le client, en général, derrière, il n'a pas envie de complètement changer son branding, ni changer son nom, etc. Donc, en général, je pars autour de la marque et j'essaye autour de ça, quoi. Et même pour le client, c'est vrai que s'il a tout un branding à refaire, etc., derrière, c'est vite beaucoup de taf pour… Donc, c'est le plus sympa, le plus efficace, mais le derrière, c'est celui qui engendre vraiment le plus de boulot pour le client. Donc, en général, on fait un entre-deux comme ça où on fait à partir de leur marque, quoi. Par contre, il faut tenter des trucs très différents. Il faut vraiment tenter des opposés pour avoir des vraies réponses. J'aimerais avoir ton point de vue sur ce que je vais te poser comme question. Parce que je pense que dans le meilleur des mondes, ce que tu me dis, qui me semble être quelque chose de très puissant et à mon sens, forcément de ma vision indispensable à n'importe quel business, est-ce que tu ne penses pas que justement les boîtes, les startups, un SaaS, peu importe, auraient dû faire ça déjà avant même de démarrer? Parce que du coup, comme ça, on aurait pu réellement tester plusieurs positionnements avec plusieurs positionnements branding même, positionnement de prix, positionnement de posture, de communication, et même avant de créer le produit avec un MVP. Est-ce que ça, qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi, en fait, c'est quelque chose que je pense être exceptionnel, mais que peu de monde fait, j'ai l'impression. Ouais, je suis carrément d'accord avec toi. Mais si on prenait un monde idéal, après, chaque histoire de boîte est très différente. On verra tout et son opposé. Tout est vrai, hein, il n'y a pas de réponse absolue. Mais dans un monde idéal où on veut aller vite, pas avoir des coûts énormes engagés, c'est vrai que le top, c'est de tester à différents positionnements où on n'engage rien de réel comme ça. Derrière, on teste même 2-3 canaux différents et après, on fabrique son MVP. Et l'idéal, c'est ça, c'est qu'en étape 3, on a son MVP, on sait sur quel positionnement on l'a fait et sur quel canal on peut directement appuyer pour commencer à grossir sa boîte. Et c'est vrai que dans l'idéal, on devrait avoir un MVP qui est ni codé, qui est même dans l'idéal no codé,
et qu'en step 2, on ait trouvé les canaux qui fonctionnaient et qu'en step 1, on est déjà le positionnement qui marche. Ça, c'est vrai que c'est ça le top, c'est avoir son MVP, avoir le canot sur lequel appuyer, le positionnement et on envoie, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est pas toujours ce qui est le cas, mais il y a plein d'histoires très différentes. Mais je pense que la manière la plus efficiente de lancer une boîte est celle-là. Ok. Bon, celle-là, elle est un peu. Je vais la découvrir, cette question. Je trouve que c'est une bombe atomique. Je sais pas si tu vas réussir à y répondre. Je ne sais pas ce que moi j'aurais répondu, donc j'aimerais pas être à ta place. Si tu pouvais créer un outil magique pour les gros hackers, ce serait quoi? En vrai, essayer de réduire sa stack outils. Et c'est vrai que ça, c'est notre défaut. Donc, avoir un outil qui fait beaucoup et où on pourrait tout gérer depuis là, ce serait magique. Magique, magique. et qu'il ait une gestion de base de données assez puissante. On permet de faire un peu de data à partir de ça, même un peu de data science à sortir, ce serait génial. Ouais. Quelque chose qui fait comme ça, tu as toute ta prospection automatisée, toute ta gestion client intégrée. C'est déjà bien. C'est déjà bien, tu feras du bon taf. Ouais, ce serait pas mal. Notion, peut-être, un jour, fera ça. Peut-être. Tu utilises Notion? Ouais, pas mal. En vrai, j'ai longtemps été pas utilisé, dans le sens, je savais que c'était bien, je l'avais vite fait utiliser. Tout le monde me saoulait avec ça, donc j'avais décidé de faire un peu la gueule et je m'y suis remis il y a 4-5 mois. Et non, c'est vrai que c'est bien. C'est bien. Mais à la base, j'étais plutôt team Airtable, en vrai. Mais je commence à un peu tout placer sur Notion parce que c'est vrai que le côté texte en plus, côté et données et texte, est quand même, je trouve, assez puissant. Ouais. Spontanément, tu viens de me balancer quelques outils. Tu peux me sortir les 3, 4, 5 outils préférés de Corentin? Déjà, les indispensables, c'est n'importe lequel, je m'en fous, mais qui interconnecte les outils. Ça, en termes d'automatisation, c'est trop important. Donc, Zapier, Intergoma, Admiten aussi, qui est pas mal, qui est surtout beaucoup moins cher, pour ceux qui veulent aller tester. Tu utilises lequel, toi? Zapier, quand j'ai de l'argent, donc quand c'est mon cas, par exemple, en tant que salarié, etc. Et si c'est mes projets perso, plutôt Admiten. Intergoma, je n'ai pas encore testé, mais tout le monde m'en dit du bien. Et du coup, ouais, Enuten en perso et Zapier dès que j'ai un peu plus de thunes. Parce que lui, c'est plus simple et c'est plus facile à déléguer aux personnes. Qu'est-ce que j'utilise? Ouais, Notion pour l'organisation, suivre un peu tes données, tout ça, c'est indispensable actuellement. Tu vois, même pour Backlog Growth, en fait, je passe 2 heures par jour dans mon backlog en soi, savoir ce que j'ai à mettre en place, mes tâches, etc. Et Notion, de ce point de vue organisationnel pardon, est assez important. D'autant que là, comme je suis salarié en ce moment et plus freelance, je travaille avec plus de gens. Donc là, en fait, c'est pas additionner des gens qui te fera augmenter le volume de travail. Tu as quand même un coût organisationnel important. Et Notion est pas mal pour ça. J'aime bien Canva aussi. À la période où je faisais beaucoup de projets seul, maintenant j'ai des designers, mais à l'origine, je faisais beaucoup seul. Être capable de sortir un petit visuel rapidement, c'est important. En indispensable, je dirais un outil de création de landing. Moi, je suis fan de deux. Webflow, j'ai beaucoup utilisé. Et maintenant, je suis même passé à quelque chose d'encore plus simple qui est Humso. En gros, Humso, c'est Webflow où tu enlèves tout le design. Quoi. Tu te concentres vraiment sur le copywriting. Et au lieu de sortir un Webflow où tu fais une landing en, je sais pas, 7-8 heures, Humso, tu l'as fait en 2. Quoi, parce que tu fais que le texte au final. Et ça, c'est vraiment pas mal pour tester des positionnements, des idées, etc. Des nouvelles landings, ouais, tu la ponds en 2 heures. Je trouve ça assez impressionnant. Et limite, j'utilise un peu les deux, en fait. Dès que j'ai une landing que j'ai beaucoup AB testé, qui marche beaucoup, pour passer un step en design, parce que le design, c'est la chose que je fais en dernier, ben, je passe plutôt sur Webflow. Quoi. Et du coup, voilà. Et d'ailleurs, je considère ça hyper important. Moi, par exemple, pour donner du concret, dans la boîte où je bosse, là, une des premières actions que j'ai fait, c'est récupérer un sous-domaine et utiliser un outil comme ça, de création de landing, pour qu'il y ait une autonomie absolue de l'équipe marketing. Il ne faut pas être dépendant d'un codeur, il a autre chose à faire, là, il travaille sur le produit, il ne faut pas qu'il soit emmerdé à intégrer la moindre landing. Surtout que, par exemple, où je bossais, il y avait quelques landings qui tournaient. Là, je sais pas, actuellement, je peux lancer 4-5 landings par semaine. Donc, ça devient interminable. Donc, c'est vrai que ces outils-là, pour l'autonomie, c'est assez important. Et sinon, le dernier outil que j'utilise beaucoup, je dirais Data Studio. Alors, je le maîtrise mal, pour le coup. Là, pour le coup, j'ai besoin souvent d'un data scientist pour m'aider. Mais c'est vrai qu'avoir un outil qui arrive à centraliser tout un peu reporting de données, plutôt qu'aller fouiller à droite à gauche, juste t'arrives, tu te connectes tous les matins 5 minutes, tu vois ce qui s'est passé, c'est important. Et de manière générale, avoir de la vision sur sa data, c'est vraiment primordial. Quoi. Voilà un peu mes petits indispensables, quoi. Selon les contextes, si tu es seul ou en équipe, etc. Mais
c'est un peu ce que j'ai toujours besoin, quoi. Ok, tu m'as parlé de Zapier. Ouais. Est-ce que tu peux me donner un exemple d'un Zap qui tourne sur ton Zapier ou que tu aimes bien ou un exemple que tu as envie de partager? Truc tout con, hein. Le truc que je fais toujours, c'est que, par exemple, une bonne landing, tu vas convertir, si tu es fort, tu as 15% de conversion, on va dire. Mais bon, sur les 85 qui n'ont pas converti, tu en auras une petite partie en retargeting, mais tu auras, je sais pas, peut-être 10% de plus, mais tu auras toujours 75% des gens qui n'ont pas vu, qui ont vu ton site et qui n'achèteront pas. Mais dans ces gens-là, en fait, ce serait idiot de considérer qu'ils en auraient toujours rien à faire de ce que tu vends. Et du coup, pour par exemple mettre en place tu vois, un peu leur faire un peu monter la sauce, etc., pour qu'ils viennent acheter, quoi. Mettre en place du nurturing, chose toute bête, c'est tu prends par exemple UMSO, qui est maintenant intégré avec Zapier, tu le relis à une séquence de nurturing. Et ce que tu fais, c'est que ces gens-là, tu les retarget avec un e-book, quelque chose qui pourrait les intéresser, un lead magnet, juste pour choper l'email. De l'email, tu renvoies vers une séquence de nurturing sur Sendinblue, par exemple. Et voilà, ça te permet de retoucher ces personnes-là assez facilement, tu vois. Et qu'ils soient plus touchés. Parce que je te dis ça, parce que dans le cas de UMSO, ils n'ont aucune intégration à part avec Mailchimp, mais Mailchimp, c'est pas top pour ce genre d'email. Donc voilà. Un autre test, alors ça, c'est un test, ce que je t'ai dit avant, c'est un test très générique, une automatisation que je fais souvent sur Zapier juste pour faire du nurturing. Et un truc un peu plus marrant que je faisais, c'est que j'avais fait une landing qui générait, je te parlais des SEO local tout à l'heure. Donc, je faisais du SEO local et il fallait que je donne un rapport SEO aux entreprises. Et ce que j'avais fait, j'avais un peu travaillé sur ça. Avec Zapier, en gros, je faisais un rapport que tu téléchargeais sur ma landing et le rapport se crée tout seul. En gros, c'est un Google Slide où les stats se déplaçaient en fonction de ce qu'avait rempli le mec sur un Typeform. C'est plus original, tu vois, mais c'est marrant et en termes de lead gen, tu peux vite, tu vois, avoir un truc assez sympa. Et j'avais pas réussi à pousser le truc jusqu'au bout, mais ça aurait été énorme. J'arrive à carrément intégrer le logo du mec en haut à gauche ou un truc. Tu vois, tu mets une variable genre image sur ton slide et hop, ça l'intègre, etc. Donc ça, je l'avais pas, mais ça aurait été un peu la version optimale. Et ça marchait beaucoup parce que, petit tips, mais tu le sais, toi tu le sais évidemment, mais c'est vrai que plus tu personnalises, plus c'est violent ce que tu fais. Et c'est vrai que le petit slide avec le nom du gars qui apparaît, qui a l'impression qu'il a fait quelque chose pour lui, etc. Alors que c'est full automatisé sur Zapier, c'est assez puissant. Je te donne moi aussi un petit tips. En fait, dans Google Maps, tu récupères le top URL image. Ouais. Et en fait, soit c'est le logo, soit c'est la photo du commerce. Donc, c'est pas mal. Par contre, tu viens de me donner une idée parce qu'en fait, ça m'a jamais traversé. Enfin, je savais même pas qu'on pouvait récupérer des champs et les injecter dans un slide, Google Slide à la volée. Ouais, tu peux. Avec Zapier, tu peux le faire. Je pense que je l'avais fait il y a 6-8 mois, donc ça date un peu, mais je pense pas qu'il y ait de mise à jour majeure, mais tu peux faire, par exemple, à partir d'un Typeform. Moi, c'est ce que je faisais. Et ton Ouais. champ, tu vois, par exemple, c'était des variables. En fait, ce que je modifiais, par exemple, c'était une variable d'un graphique, et le graphique se mettait en fait en fonction, et derrière, j'avais une séquence qu'il envoyait par email. Tu vois. Et ouais, tu peux carrément. Mais du coup, dans ton Google Slide, Ouais. par exemple, j'imagine, je mets un titre et ça peut être l'email du gars et en fait, tu remplis la variable et quand il pointe sur l'URL, ça l'ajoute dynamiquement. Ouais, c'est ça. Avec Zapier, ouais. C'est en fait quand le mec remplit son Typeform, ça récupère les champs et les champs, c'est les variables en fait du Typeform en gros. Donc tu peux pas non plus faire des folies, mais en travaillant un peu le truc, tu peux faire des petites additions, tu vois, des petites opérations de base. Où tu peux mine de rien sortir un rapport un peu sympa, quoi. Notamment dans ce que tu faisais toi, tu parlais, ça peut être faisable. C'est un petit peu chiant à mettre en place, mais c'est faisable. Ouais. Avec Zapier, tu regardes Typeform to slide, tu trouveras des trucs, quoi. Je vais regarder. Je vais regarder et je vais sûrement faire un tuto hein, parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Merci. Ouais, je ne l'ai pas poussé à gros volume, ça, mais le peu que j'avais fait, c'est vrai que ça avait. En fait, pour tout dire, c'est ce projet-là, en fait, on l'avait passé en revenu passif parce qu'il y a eu le Covid dans la foulée, en fait. Donc, du coup, plus d'acquisition. J'avais commencé à tester des petits trucs mais sur des tout petits volumes. Sur les petits volumes, ça avait sympa, ouais, sympa. Ok. Il reste plus beaucoup de questions. Je ne vais pas te garder longtemps. J'en ai encore quelques-unes si tu es d'accord. Vas-y. J'ai du temps. Question un peu bateau, mais que j'aime toujours poser. Quel est ton plus bel échec et ta plus belle réussite? Je vais te parler de. Je réfléchissais un peu. Je vais te parler de deux hacks qui sont.
qui sont, tu vois, je pourrais te parler de choses très génériques, etc. Mais je vais te parler de deux histoires un peu fun, un peu marrant, qui sortent un peu du lot. Déjà, l'échec, c'est, j'ai créé un site de paris en ligne, en gros, sur ses propres parties de jeux vidéo. J'ai arrêté il y a un mois ou deux, d'ailleurs, pour des gros problèmes légaux, comme tu peux l'imaginer autour de ça, qu'on n'a pas réussi à résoudre. Et c'est quand on avait testé la V1, on était persuadé d'avoir une idée de génie. En gros, on voulait faire un petit truc qui injectait des dons à la volée sur Twitch pour mettre tu sais, sur Twitch, en fait, quand tu donnes de l'argent, tu as un message qui s'affiche aux yeux de tout le monde. Et on voulait faire ça et faire rediriger vers, vers notre site à nous. Tu vois, on s'est dit, les mecs jouent aux jeux vidéo et regardent un mec jouer, ils vont venir sur notre site, etc. Et ce qui est marrant, c'est que l'idée déjà était complètement con parce qu'un simple lien est banni par Twitch. Mais on s'était même pris la tête, en fait. Parce qu'on s'est dit, nous, on avait cru que le seul problème, c'était le lien, en fait, qui s'affichait sur Twitch. Donc, on a trouvé des solutions détournées. On s'est énormément pris la tête autour de ça. Et en fait, on avait même fait un système pour que ça fasse des dons à la volée, etc. Et en fait, c'était complètement con parce qu'en fait, le mec qui est en train de jouer au jeu, il n'a pas envie d'aller aller parier et jouer aux jeux vidéo sur un autre site. Il est juste déjà en train de regarder le gars, tu vois. Et du coup, on avait fait tous des systèmes pas possibles pour contourner le fait que tu puisses pas poser de lien, trouver des systèmes pour que ça fasse des messages sympas, que le mec ne le voit pas comme une pub déguisée, et tu sais, en mode ah, viens parier sur ça, essaye, etc. Et ça n'a jamais marché parce que le gars qui regarde un lien, qui regarde le live, il ira pas de lui-même sur ce site-là. Et le mec qui est en train de jouer, il va pas changer tout le contenu de son live pour aller faire un pari en direct. Mais par contre, je suis persuadé que si on avait réussi à faire parier les mecs en direct, là, ça aurait fait une pub de ouf pour pas très cher. Mais du coup, la solution, c'était de payer les mecs directement en partenariat plutôt que faire des dons, des dons Twitch à la volée, quoi. Du coup, ouais, ça, c'était. On avait basé toute notre stratégie d'acquisition sur ça pour notre V1. C'était pas très brillant. Et du coup, pour la petite histoire, ce qui avait fait décoller notre site, parce qu'en fait, on n'a pas été ouvert longtemps, mais on a eu 500 personnes qui ont testé de miser, etc. en 3 jours. Et en fait, c'était simplement par TikTok, du coup, à l'époque, sur la V1. TikTok, tu vois, va parier sur tes propres parties de jeux vidéo préférées, etc. Ça avait été carton, par contre. Et du coup, le plus belle réussite, pareil, une histoire un peu fun comme ça, c'était il y a 2 ans, peut-être. J'avais écrit un e-book avec un pote sur comment hacker ses études. En gros, hacker ses études, c'était plus comment réussir ses partiels en 48 heures. Je crois que c'était ça le nom, sur toutes les petites techniques. Autant de comment un peu booster sa mémoire que le petit hack pour tricher à l'examen. Tu vois, c'était vraiment pour les gars dans la merde, il fallait valider en dernière minute. Et ce qu'on avait fait, on avait fait des cartes de visite sur lesquelles il y avait un QR code avec une flèche à flasher, où c'était écrit calcule la probabilité de foirer tes partiels. Et derrière, ça renvoyait vers un Typeform qui t'envoyait un email pour promouvoir qui donnait ta probabilité de foirer et qui donnait des astuces pour réussir, puis vendre notre ebook. Et c'était assez hallucinant parce que en gros, en flyer, tu as un rendu de 5 pour 1000 en moyenne, de gens qui vont sur les sites, etc. Et nous, ce qu'on a fait, on est allé dans toutes les facs de Paris et on avait coaché dans les chiottes, etc., cette carte avec écrit calcul la probabilité de foirer ses partiels. Et en fait, les gens n'ont pas pu s'empêcher d'aller voir, etc. Tu sais, le côté un peu intriguant, etc. Et en fait, on a eu un rendement pour 1000, ça aurait été, on a fait x3 ou x4, dans le sens, on a eu 4000 impressions sur le site pour 1000 cartes posées. C'est forcément une carte posée sur un chiotte, c'est pas une personne qui la voit, mais des dizaines, etc. Et il y avait eu, dans les facs de Paris, ouais, ça avait pas mal fait parler entre eux, les personnes, etc. Du coup, ouais, on a vendu un peu de e-book comme ça. C'était assez marrant. C'est vrai que le côté fun et le côté de poser la carte plutôt que la distribuer, c'est eu un gros rendement. Notamment, pour la petite anecdote, on s'est fait virer de la Sorbonne parce qu'on en a scotché sur les, sur les tables de la cantine. Mais ça a bien fonctionné. Ouais. Ça, c'est un rendement, pour du flyer, c'est indécent. Mais vraiment, vraiment indécent. Quand tu as plus de gens qui viennent que ce que tu as posé. Mais du coup, voilà. Donc, c'était 2 petites histoires. Ce n'est pas vraiment les plus gros et plus mauvais échecs, mais c'est dans les histoires un peu fun de trucs assez drôles, quoi. Ok, c'est marrant. Et d'ailleurs, je reviens de plus en plus au papier. Ouais, je me suis mis au courrier, moi, il n'y a pas longtemps. Bah tiens, regarde. Ça va partir. Donc, je me mets au courrier aussi et je le teste sous plein de formes avec des QR codes, avec des vidéos YouTube, avec des liens, avec plein de trucs. Ouais. Et pour l'instant, je le fais à la mano. J'ai trouvé les partenaires pour scaler.
Ouais. En fait, il y a une offre avec la Poste à partir de 1000. Ah oui, Où j'ai les vu. prix sont divisés par 3. Ils ont une API pour envoyer. J'avais un peu checké. Justement, ouais, c'était 1000. Ouais, c'est ça. Ouais. J'avais vu les mêmes choses En que fait, toi. en dessous de 1000, le timbre, il passe de 1,20 € à 30 centimes. Ouais, c'est ça. Je me rappelle d'avoir eu ce chiffre 1000 en tête quand j'avais regardé. Et je pense que c'est très efficace, moi, sur les personnes qui sont pas, bah, pas sur LinkedIn, hein, par exemple. Et sur des cibles de cinquantenaires, je pense que ça peut être très puissant. Sur des commerçants, ce genre de choses. J'en ai pas fait énormément. J'ai fait quelques A/B tests. Mais vraiment, moi, de ce que j'en ai retenu pour le moment, la grosse découverte, c'est que plus ça avait l'air de personnel, plus c'était efficace. Dans le sens, limite, toi, je voyais tes enveloppes. Si tu pouvais tester les enveloppes au format, les petites blanches, là, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ça, c'est ce qui avait mieux fonctionné parce qu'en fait, le mec, c'est un peu comme le mail. Plus il y a de personnalisation et moins ça a l'air d'être envoyé en mode générique, plus il y avait du clic, quoi. Mais c'était encore plus poussé que. C'était encore beaucoup plus poussé que par mail. C'est-à-dire que bah, si je faisais complètement sauter le visuel, ça marchait mieux. Si limite j'écrivais à la main, ça marchait mieux. Et plus le format était petit, plus il avait l'impression que c'était un pote qui lui écrivait, ça marchait. Tu vois, déjà, s'il croit que c'est les impôts, c'est déjà bien, quoi. Il ouvre, il lit, tu vois. Bien Ça, sûr. c'est ce que j'ai eu. Mais par contre, le gros défaut que j'en avais trouvé, c'est un bordel pour le tracking. Je sais pas. Parce que moi, je faisais des fichiers en fait où je notais carrément les gens et je regardais qui me répondait sur quoi, etc. Mais c'est ce souci-là, quoi. Le tracking et l'appel à l'action, c'est les deux soucis que j'ai pas résolus, quoi. Ben écoute, moi, moi je l'ai réglé. En fait, déjà, moi, c'est pour de la collecte. En fait, c'est des réparateurs de smartphones qui m'envoient leurs écrans cassés. Ok. Donc, déjà, à l'intérieur de la lettre, il y a 3 documents. Une étiquette de transport qui est fait uniquement pour cette campagne. Le PDF, il a été utilisé que pour la campagne courrier. Ouais. Deuxièmement, il y a un numéro de téléphone sur les 3 documents qui est dédié à la campagne. Ah, c'est malin ça, j'y avais pas pensé. Ouais. Je fais un petit on-off, un petit truc, un air-call ou quoi. Exact. Et j'ai mis un QR code avec un bit.ly traqué. Donc, il n'y a pas l'URL du site internet, en fait. QR code ou rien. Ouais, le seul truc que j'avais fait, c'était j'avais fait un slash quelque chose et ça faisait chier les gens de taper, etc. Et j'avoue que le QR code. Pourtant, j'ai beaucoup travaillé avec les QR codes et j'y ai même pas pensé. Ouais. Et je testerai ça. En plus, je suis en train de tester en ce moment aussi. Mais je vais fusionner ce que j'ai appris sur avoir l'air le plus simple et personnalisé possible et reprendre le côté QR code pour traquer. Ouais, et puis à terme, et puis attention, hein, c'est quand même sur l'étiquette, j'ai le nom de la société, le nom du gérant et l'URL du site internet sur l'adresse. Ouais, ça, c'est puissant. Je vois mal un chef d'entreprise ne pas ouvrir la lettre que j'ai envoyée. Honnêtement, après qu'il n'aille pas sur le QR code, qu'il ne me téléphone pas, je veux bien, mais j'ai du mal à croire qu'ils ne vont pas l'ouvrir. Quelque chose comme ça, personnalisé pareil, tu auras des taux d'ouverture qui vont être énormes. La conversion, je ne sais pas, mais l'ouverture, c'est forcément énorme en fait. C'est vrai que moi, j'avais beaucoup de lectures. Pour te dire, j'avais même commencé à Paris. Je posais sous les portes des magasins le soir. J'allais livrer carrément à la main. Et même comme ça, alors que c'est quand même un peu. C'est chelou, quoi. Quelqu'un qui te pose un courrier plutôt que de te le livrer. Et j'avais quand même des taux de réponse, quoi. J'avais en conversion totale, j'étais à 3 ou 4%. Ce qu'en fait, pas trop mal pour des courriers. C'est sûr que j'aurais pu carrément le scaler et faire des courriers beaucoup plus efficaces. Mais rien que ça, tu vois, c'est beaucoup plus lu, quoi. Et je suis allé encore plus loin, c'est qu'en plus des 3 documents, j'ai fait faire une carte de visite dédiée à la campagne. Donc, il y a mon numéro. Donc, moi, je communique toujours mon portable. Mais là, j'ai un 04 dédié à la campagne. C'est vraiment malin. C'est vrai que j'avoue, pour le tracking, tu l'isoles de tout. La seule chose que je ne pourrais pas traquer, c'est qu'il aurait fallu créer un QR code par mec, ce qui est techniquement irréalisable. Et j'aurais pu savoir chaque personne. J'aurais pu savoir quand il y a un mec qui utilise le QR code, qui c'est. Ouais, parce que est-ce que sur les QR codes, tu as les visiteurs totaux ou tu as aussi les visiteurs uniques? Parce qu'au moins, si tu as déjà le nombre de visiteurs uniques, tu peux un peu. Tu as les visiteurs uniques. Ouais, rien qu'à partir de ça, déjà, tu peux te dire, bon, bah, il y a 80 mecs sur 100 qui ont ouvert, tu as déjà au moins un taux d'ouverture. T'as pas. Ouais, mais moi, là, mon positionnement, il est maîtrisé. Mon market fit, je l'ai déjà. Donc, moi, mon seul KPI, c'est le nombre de tickets retour qui vont revenir. En fait, c'est le nombre de colis. Je vise que ça. Là, la seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir si du coup, je vais pouvoir toucher tous les emails que je n'ai pas réussi à scraper parce qu'il n'y avait pas d'email et qu'il y avait un formulaire de contact sur le website. Ouais. Et je vais calculer si ça vaut le coup
Parce que moi, si tu veux, en gros, dans les réparateurs de smartphones, je dois avoir une base de 8000. Dans les 8000, il y en a 3000 ou 4000, j'ai déjà l'adresse email. Et j'ai la moitié que je n'ai jamais pu contacter, à part quelques-uns avec du mobile. Les fixes, j'ai mis des télépros qui les appellent. Et du coup, il reste le courrier, quoi. Donc là, j'aurais rincé le marché en long, en large et en travers. En termes de prospection, ouais, ils ont été vus tous les ans, quoi. Ouais. Le courrier, je pense, c'est assez puissant pour tu vois, des personnes, des avocats ou des personnes comme ça qui sont pas spécialement présents sur le net, mais qui ont facilement un My Business ou quelque chose. Par exemple, moi, je faisais beaucoup tu sais, un peu tout ce qui était médecine alternative, ça marchait beaucoup pour leur vendre du SEO local. Et parce que c'était des personnes qui n'avaient pas pignon sur rue, donc le SEO local, c'était assez important pour elles. Et du coup, c'est vrai que ce genre de manière de les toucher, ça marchait plutôt pas mal, en fait. Ouais, non, franchement, c'était assez top. Je serais intéressé de voir ce que ça donne, toi, mais je ne serais pas surpris que ce soit un carton, quoi. De toute façon, je ferai une vidéo pour dire. Trop bien, on va checker tout ça. Dernière question pour toi. Le framework AR, est-ce que tu l'utilises ou pas? Et si oui, comment? Le framework AR, je l'utilise, mais je ne l'utilise pas aussi méthodiquement qu'on pourrait l'imaginer. Moi, c'est plus dans ma tête une grille de lecture de comment est fait un funnel. Parce qu'en fait, quand je travaille pour une boîte, je vais toujours commencer par remodéliser le framework, de voir comment il fait l'acquisition et de regarder à chaque endroit combien ça convertit, qu'est-ce que je peux améliorer. Mais je ne le mets pas sous le modèle AR, en fait. Je le fais très personnalisé en mode il commence par du Facebook Ads, Google Ads. Après, il y a du retargeting là, il y a l'email là qui part là, sur tel landing, etc. Du coup, moi, mon funnel, en fait, c'est un funnel que je dessine sur Funnelytics ou sur Draw.io, imaginons, où je traque chaque étape. Mais du coup, ça fait le AR, mais pas le AR écrit en AR, comme tu l'entendrais. En fait, c'est le vrai funnel. Je l'ai beaucoup utilisé comme une grille de lecture de me dire, tiens, il y a la rétention. Donc, tu vois, c'est plus pour améliorer le funnel de base. Je dis, je n'ai pas travaillé sur la rétention. Comment je pourrais l'inclure dans mon funnel et comment je pourrais la traquer pour l'améliorer? Tiens, je n'ai pas travaillé le referral. Est-ce que je peux rajouter une étape à la fin qui fait du referral? Mais je n'ai jamais eu dans ma vie, par contre, un vrai funnel avec un Google Data Studio. C'était écrit chaque étape, à combien elle convertit précisément, quoi. C'est vraiment plutôt une grille de lecture, une façon de penser et pour le mettre en place pour mieux dessiner le funnel que j'utilise actuellement, quoi. Ok, Corentin, écoute, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Carrément. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode des interviews Gross. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et ou un commentaire. De 1, ça va me faire vraiment plaisir. Et de 2, grâce aux algorithmes de YouTube, ça permettra à d'autres personnes comme toi d'écouter ce podcast. Sache que je réponds à tous les commentaires et à toutes les personnes qui me contactent. Je suis joignable sur LinkedIn, Facebook, Messenger, Instagram. Je réponds à tous les messages et toutes les demandes qui concernent le Gross. Pour être averti en avance des prochains podcasts et des prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre mon groupe Facebook Chasseurs de Pro. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. J'y balance plein d'informations et des techniques sur le Gross, le scrapping et l'acquisition de prospects en B2B. Sur ce, je te dis à bientôt pour un autre épisode des interviews Gross.